Lexington est une grande ville, mais à taille humaine, très jolie, située au cœur de la région Bluegrass, dans le Kentucky. L'Université du Kentucky est un peu l'attraction numéro 1 de Lexington. Elle accueille chaque année des dizaines de milliers d'étudiants venus des 4 coins des États-Unis. Mais vers le milieu des années 80, une étudiante pas comme les autres a semé un tel chaos sur le campus qu'un jeune homme en est mort. L'histoire commence en août 1984. Michael Turpin s'apprête alors à entrer en dernière année. Il est ce qu'on pourrait appeler un étudiant modèle. Il est studieux, il collectionne les bonnes notes. Il avait le profil du gendre idéal, comme on dit. Il était beau, populaire, il étudiait la comptabilité et il était promis à un bel avenir. C'était aussi l'une des figures de proue de la fanfare du campus, dont il supervisait le recrutement. Et c'est comme ça qu'il a fait la connaissance d'Elizabeth Zender. Elizabeth était très jolie, pleine de vie, incroyablement charismatique pour son jeune âge. Elle n'avait alors que 18 ans. Quand elle arrivait en soirée, tous les regards se tournaient vers elle. Michael était en train d'observer la file des candidats et quand il a vu Elizabeth, il m'a dit « Regarde ses jambes ». Il a flashé et il s'est empressé de la rencontrer. Elle avait les cheveux courts, elle écoutait du punk rock, elle était différente, elle avait un côté un peu dangereux, et je pense que c'est ce qui lui a plu chez elle. Tous ceux qui ont bien connu Elizabeth enfant s'accordent à dire qu'elle était assez rebelle. Elle était difficile à gérer, elle avait un caractère bien trempé. Elle était également très intelligente. À 4 ans et demi, elle savait déjà lire. Elle faisait partie de ces élèves qui n'avaient pas besoin de réviser pour réussir. Et elle le savait. Et puis, la gamine brillante s'est muée en ado rebelle. Elle a commencé à toucher aux drogues dures très très tôt. Et au lycée, elle était très active sur le plan sexuel. À l'âge de 15 ans, elle avait déjà une certaine réputation. Elle n'avait pas beaucoup d'amis filles, parce qu'elle couchait systématiquement avec leurs petits copains. Mais ça lui était égal qu'on le sache. Elle était maligne et elle avait compris que son bagou était son meilleur atout. Ainsi, le jour où elle s'était fait pincer avec de la drogue au lycée, elle avait fait comme tous les gamins de son âge. Elle avait prétendu l'avoir mise dans son casier pour rendre service à un copain. Si ce n'est qu'elle avait réussi à faire avaler son mensonge au principal et qu'il l'avait cru. À vrai dire, tout le monde autour d'elle avait envie de la croire. Et ça tenait essentiellement à son charisme. Quand elle s'adressait aux autres, ils se sentaient privilégiés. C'est pour ça que Michael a eu le coup de foudre. En moins d'une semaine, ils étaient officiellement en couple. Autant dire que c'est allé très vite. Vis-à-vis des études, ils étaient néanmoins très différents. Michael était en dernière année et pensait déjà à l'après, à sa carrière. Elizabeth, elle, n'était qu'en première année. Et très vite, il s'est avéré que la fac n'était pour elle rien de plus qu'un moyen de fuir l'autorité parentale et de faire la fête aussi souvent que possible. L'envie de s'amuser l'a très vite emportée sur tout le reste. Et au bout d'un trimestre, elle a décidé de tout plaquer. Michael s'est alors retrouvé dans une position assez délicate. En effet, ses parents et ses amis ne voyaient pas leur relation d'un très bon œil. Ils étaient assez réticents, voire très réticents envers Elizabeth. Sans doute, Michael pensait-il pouvoir faire rentrer Elizabeth dans le droit chemin. À cet âge-là, la passion et l'amour l'emportent sur tout le reste. On a envie de croire que c'est pour la vie et qu'on pourra toujours corriger les défauts de l'autre plus tard. Quand Elizabeth a laissé tomber l'université et qu'elle est rentrée chez ses parents pour Noël, son absence a clairement renforcé les sentiments de Michael, qui s'est empressé, à l'occasion de leur retrouvaille en janvier, de la demander en mariage.
Il l'a invitée à dîner dans un restaurant du centre-ville et il a fait sa demande 5 mois seulement après leur rencontre. Je suis tombé des nues. C'est vraiment sorti de nulle part. Je m'y attendais pas du tout. On dit que ça ne sert à rien de discuter avec un homme éméché ou amoureux. Et il était très amoureux. Le mariage a finalement eu lieu le 24 août 1985 à Lexington. Michael avait 22 ans et elle 19. 3 ans d'écart, c'est peu. Et pourtant, le manque de maturité d'Elizabeth était flagrant. Leur mariage a rapidement tourné au vinaigre. Michael rêvait d'une vie rangée et d'une carrière stable et sans histoire. Elizabeth, elle, ne pensait qu'à faire la fête et à s'amuser sans peur du lendemain. Quand dans un couple, l'un des deux est obligé de se comporter en parent pour tenter de raisonner l'autre, cela finit souvent par détruire l'intimité et engendrer des conflits. Michael et Elizabeth avaient également un rapport à l'argent très différent. Michael était une fourmi, alors qu'Elizabeth était une vraie cigale. Ils avaient des dettes, ils vivaient à crédit. Michael dépensait sans compter pour satisfaire sa femme, mais ça n'était jamais assez. Elle n'arrêtait pas de reprocher à Michael, qui avait trouvé un poste de comptable dans un magasin, qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Alors il a commencé à piocher dans la caisse et à détourner de l'argent pour combler sa femme. Michael était fou amoureux d'Elizabeth, qui n'hésitait pas à le manipuler pour obtenir ce qu'elle voulait, quitte à ce qu'il enfreigne la loi. Parfois, l'amour rend aveugle et pousse certaines personnes à faire des choses insensées. Elizabeth a tout de même fini par réaliser que ce serait peut-être bien qu'elle travaille. Et donc, elle a trouvé du boulot chez un concessionnaire. C'était parfait pour elle. Elle était loquace, aimable, elle savait parler aux clients. Et puis surtout, elle adorait sa collègue, dont le travail consistait à préparer les voitures pour la vente, Karen Brown. Karen Brown était originaire d'un petit village du Kentucky. C'était une jeune fille particulièrement brillante et homosexuelle, ce qui était très mal perçu en 1985, que ce soit dans son village ou dans le Kentucky en général. Toutefois, elle avait trouvé à Lexington une communauté où elle était acceptée. À côté de son boulot, Karen dealait essentiellement de la cocaïne et de la marijuana. Et elle faisait partie des figures emblématiques du milieu gay et drague. Elizabeth s'est tout de suite bien entendue avec elle. La drogue n'y était pas pour rien. Karen dealait et Elizabeth était sa cliente préférée. Et puis Karen était fun et Elizabeth ne pensait qu'à s'amuser. Alors entre elles, le courant est tout de suite passé. Elle sortait souvent, parfois avec des collègues de travail, et notamment un certain Keith Bouchard de Lexington, qui travaillait à la fois comme mécanicien et préparateur de voitures. Keith Bouchard était un ancien militaire. Il avait 21 ans et c'était le parfait compagnon de soirée, parce qu'il adorait faire la fête. Michael avait eu la naïveté de croire que ce boulot permettrait à Elizabeth de se ressaisir. Mais ça n'a pas été le cas. Tous les soirs, Karen et Elizabeth faisaient les 400 coups ensemble. Et plus Michael demandait à Elizabeth de se calmer, plus elle s'en agaçait et montait dans les tours. C'était un supplice pour lui, financièrement et mentalement. Quand je lui ai rendu visite quelques mois plus tard, je l'ai trouvée vraiment déprimée. Elle sortait tous les soirs et lui réclamait toujours plus d'argent. Ça devenait inquiétant. Et puis, entre Elizabeth et Karen, les choses ont commencé à prendre une autre tournure, du point de vue de Karen en tout cas.
Karen trouvait Elizabeth irrésistible et elle a commencé à développer des sentiments pour elle. Ça a été plus fort qu'elle. Elle est tombée follement amoureuse d'Elizabeth, qui n'a rien fait pour la dissuader. Environ un mois après leur rencontre, Elizabeth a commencé à dire à Karen et Keith que Michael était violent avec elle, physiquement et verbalement. Soi-disant que Michael n'aimait pas qu'elle sorte toute la nuit et que chaque fois qu'elle rentrait à la maison, il la frappait, l'insultait et lui reprochait son comportement. Karen était furieuse. Elle était amoureuse d'Elizabeth. Et l'idée que Michael puisse lui faire du mal physiquement ou la torturer psychologiquement, ça la rendait folle. Quant à Keith Bouchard, il se considérait un peu comme leur garde du corps. Alors, quand Elizabeth a commencé à accuser Michael de maltraitance, ça l'a mis en colère lui aussi. Il ne le supportait pas. Fin janvier 1986, un soir où elles étaient de sortie, Elizabeth a commencé à tendre des perches à Karen. « J'ai confiance en toi, je compte sur toi, j'ai besoin de toi. » En ajoutant des choses du style « Tu comptes plus pour moi que mon mari. » Et petit à petit, elle lui a laissé entendre qu'elle pourrait tomber amoureuse d'elle s'il n'y avait pas Michael. Karen devait être au supplice. Elizabeth lui laissait enfin entrevoir une lueur d'espoir. Et la seule chose qui l'empêchait d'être potentiellement heureuse avec la femme de sa vie, c'était Michael Turpin. Basculé vers 6h20 du matin, le 3 février 1986, quand les voisins d'Elizabeth et Michael Turpin ont alerté la police. Apparemment, Elizabeth avait frappé à leur porte car elle avait découvert des traces de sang chez elle. Michael avait disparu et elle ne savait pas quoi faire. Elle était sortie toute la nuit et venait seulement de rentrer chez elle. Elle trouvait ça bizarre que Michael ne s'y trouve pas. Et elle s'était dit qu'il fallait prévenir la police. Une patrouille s'est aussitôt rendue sur place et, au vu des circonstances, ils ont immédiatement prévenu la PJ. C'est comme ça que le sergent Franroot a pris la tête des opérations. La première chose qui m'a frappé en entrant dans l'appartement, c'était la quantité de sang dans l'entrée, ainsi que les nombreuses éclaboussures et autres traces de sang sur les murs. Il y avait également, et ça c'était très intéressant, une empreinte de basket qu'on s'est évidemment empressé de relever. Et puis, très vite, on a retrouvé le portefeuille de Michael, ainsi que ses clés de voiture. Il y avait de l'argent dans le portefeuille, ce qui permettait d'écarter la thèse du cambriolage, et sa voiture était garée à son emplacement habituel. Ses affaires personnelles n'avaient pas bougé. Les enquêteurs en ont donc conclu que Michael n'était pas parti de son plein gré. On a laissé Elizabeth faire le tour de l'appartement et elle nous a assuré que rien n'avait disparu, à l'exception peut-être du peignoir vert de Michael. Quand le sergent Root a interrogé Elizabeth, elle lui a plus ou moins raconté la même chose qu'aux voisins, à savoir qu'elle était sortie toute la nuit, en précisant cette fois qu'elle était avec ses amis Karen et Keith. Ils avaient passé la soirée au bar Le Circus. Karen avait performé en drague et au moment de rentrer, voyant qu'il pleuvait des cordes, Elizabeth avait décidé de dormir chez Karen. Quand la police lui a demandé ce qui avait bien pu arriver à Michael, elle aura répondu du tac au tac que son mari trempait dans un trafic de drogue, qu'il faisait partie d'une organisation mafieuse locale baptisée La Famille et qu'on le surnommait le requin.
Elle leur a expliqué qu'il y avait eu une grosse embrouille entre la famille et un de ses fournisseurs. Depuis, celui-ci avait quitté la ville, 2 dealers avaient été retrouvés morts et son mari était peut-être le prochain. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que j'avais fait partie de la section d'enquête spéciale qui gère toutes les affaires en rapport avec la drogue et le crime organisé. Je venais d'y passer 6 ans et je n'avais jamais entendu parler d'une organisation mafieuse sérieuse à Lexington, et encore moins d'un gang baptisé La Famille. À ce stade, toutes les pistes méritaient d'être explorées. Alors Fran Root a quand même creusé. Il a vérifié auprès de ses informateurs et de ses confrères. Personne dans le milieu de la drogue à Lexington n'avait jamais entendu parler d'un type surnommé le requin. C'est la première chose qu'on a demandé à son père et à ses amis les plus proches. Savez-vous si Michael était impliqué dans un trafic de drogue pour le compte d'une organisation mafieuse? Et ils nous ont tous regardés comme si on avait perdu la tête. C'était franchement n'importe quoi. C'était évident qu'il n'y avait pas une once de vérité dans son histoire. Je me rappelle être allé chez la mère de Michael pour la consoler et savoir s'il y avait du nouveau. Et Elizabeth était là. Et tout le temps où j'y étais, elle n'a pas pleuré une seule fois. Clairement, quelque chose ne tournait pas rond. Le comportement d'Elizabeth était pour le moins suspect. Elle ne semblait pas du tout affectée, alors qu'il s'agissait de son mari, l'homme qu'elle avait épousé 5 mois plus tôt. Tôt le lendemain matin, des employés du golf de Lakeside, situé à une douzaine de kilomètres du domicile d'Elizabeth et Michael, ont découvert un corps flottant dans un étang. L'homme en question portait une alliance, un caleçon, ainsi qu'un peignoir vert. Ils ont aussitôt prévenu la police. J'avais déjà vu plusieurs photos de Michael. Et je me rappelais qu'Elizabeth avait signalé la disparition d'un peignoir vert appartenant à son mari. Alors, quand j'ai vu le corps, j'ai tout de suite su qu'il s'agissait de Michael Turpin. Le corps avait été abandonné dans quelques centimètres d'eau. Le coupable, ou les coupables, n'avait même pas essayé de le dissimuler. C'était la preuve qu'on avait affaire à une bande d'amateurs, ou du moins à des criminels qui avaient agi précipitamment et sans réfléchir. D'après le rapport d'autopsie, il avait reçu 19 coups de couteau. Les coups avaient été portés à la tête, à la gorge et à la poitrine, et en gros, la victime s'était vidée de son sang. La plupart des coups étant superficiels et peu profonds, le médecin légiste estimait que l'assassin était certainement une femme ou un homme relativement petit. Les amis et les proches de Michael ont évidemment accueilli la nouvelle avec effroi, ainsi qu'une avalanche de questions. Malheureusement, à ce stade, je n'étais pas en mesure d'y répondre. Mais très vite, j'ai pu faire un constat. C'était que personne dans l'entourage de Michael n'appréciait Elizabeth. Tout le monde pensait que Michael avait commis une erreur en l'épousant. Les enquêteurs ont alors interrogé Karen Brown, qui leur a servi plus ou moins la même histoire qu'Elizabeth. Elles étaient sorties après le travail, elles étaient allées au circus, puis elles avaient dormi toutes les deux chez Karen. Elle leur a également raconté que Michael dealait pour le compte de la famille et que dans le milieu, on le surnommait le requin. Et puis, après nous avoir servi le même récit qu'Elizabeth, elle est allée un peu plus loin. Elle nous a confié que Michael était violent physiquement avec sa femme, ce qui n'avait encore jamais été évoqué jusque-là.
Étonnamment, les déclarations de Karen collaient parfaitement à celles d'Elizabeth, mais contredisaient celles de tous les amis et proches de Michael. Pourquoi semblait-elle mentir toutes les deux? Qu'avait-elle à cacher? Accordait. Mais il y avait quelque chose de pas net chez elle. La police est retournée à la résidence où vivait la victime et a interrogé tous les voisins au cas où ils auraient vu ou entendu quelque chose. Et c'est là que la voisine du dessous leur a confié que la veille de la disparition de Michael Turpin, elle avait entendu une voix d'homme crier et dire « Non, je t'interdis de ressortir ce soir ». Comme on le sait, Elizabeth n'a jamais aimé recevoir d'ordre de personne. Ils ont également interrogé la voisine à qui Elizabeth avait demandé d'appeler le 911. Elle leur a expliqué qu'elle l'avait trouvé étonnamment calme pour quelqu'un dont l'appartement était souillé de sang et dont le mari avait disparu. L'attitude d'Elizabeth l'avait limite choquée. Elle était restée impassible, très pragmatique. Elle n'était pas bouleversée et n'était pas du tout inquiète. Et puis d'abord, pourquoi s'était-elle rendue chez la voisine pour appeler le 911? Peut-être parce qu'elle s'était dit, si j'appelle, je ne vais pas avoir l'air crédible, ça va sonner faux, et je risque de dire des choses qu'il ne faut pas dire. C'est le genre de détail auquel on ne prête pas forcément attention sur le moment, mais qui peut avoir de lourdes conséquences par la suite. La police a également interrogé l'employeuse de Michael, qui a été choquée d'apprendre qu'il piochait dans la caisse, parce qu'il lui semblait tellement irréprochable. Elle n'avait que des compliments à faire sur lui. Il n'avait jamais manqué un jour de travail. Et puis, elle leur a raconté qu'Elizabeth était venue la voir le lendemain du jour où on avait retrouvé le corps pour lui demander de lui verser à elle le solde de tout compte de Michael. En précisant, je sais que je suis la principale suspecte, mais j'ai un alibi. La patronne de Michael avait trouvé ça étrange. Et la police a trouvé ça suspect aussi. Les personnes accros à la drogue n'ont pas toujours les idées très claires. Et je ne suis pas sûre qu'Elizabeth se soit bien rendue compte de l'impression qu'elle produisait. Un peu plus tard, ce jour-là, un informateur a contacté la police pour suggérer aux enquêteurs d'interroger un dealer prénommé Don. Ils l'ont donc rencontré et il leur a expliqué qu'il avait vu Karen 2 fois le soir où Michael avait disparu. Il s'en souvenait très bien, parce que Karen était en drague, ça l'avait marqué. La première fois qu'elle était venue chez lui, Don lui avait vendu de la cocaïne et de la marijuana. Et puis elle était revenue pour lui demander un pistolet. Mais Don n'en avait pas, et il lui avait dit que si elle était inquiète pour sa sécurité à cause de la faune qui gravitait autour du bar, elle pouvait toujours demander à la police de l'escorter jusqu'à chez elle. À quoi elle avait répondu « Non, mais si t'as pas de flingue, tant pis ». D'un coup, ça soulevait tout un tas de questions. Pourquoi Karen Brown avait-elle voulu emprunter un pistolet le soir même où Michael avait été assassiné? L'affaire ayant fait la une de tous les médias, tout le monde était au courant du drame. Les 2 colocataires de Karen ont alors foncé au commissariat pour dire qu'elles détenaient des informations susceptibles de faire avancer l'enquête. D'après elle, le matin de la disparition de Michael, Karen et Keith avaient passé l'essentiel de la matinée à nettoyer à la javel le siège arrière de la voiture de Karen. Un peu plus tard, Keith les avait également contactés depuis son boulot pour leur demander de jeter ses baskets. Et quand elle lui avait demandé pourquoi il voulait se débarrasser d'une paire de baskets qui était encore en bon état, il leur avait répondu « Vous inquiétez pas, faites ce que je vous dis ». À ce stade, la police avait déjà de gros soupçons sur Karen et Elizabeth. Et voilà que maintenant, il y avait un troisième protagoniste, Keith Bouchard,
qui fréquentait lui aussi assidûment le monde de la nuit et qui était ami avec les suspects. Autant dire que ça a fait basculer l'enquête quelques jours seulement après le meurtre de Michael. Les enquêteurs ont immédiatement convoqué Keith Bouchard et Karen Brown et ils les ont interrogés séparément. Keith Bouchard n'était pas très loquace. Karen, c'était différent. Elle a commencé par tout nier en bloc jusqu'à ce qu'il la pousse dans ses retranchements. Elle a alors reconnu avoir nettoyé sa voiture parce qu'elle avait soi-disant renversé du jus de raisin à l'arrière. C'était son excuse. Quand ils lui ont demandé pourquoi elle avait voulu emprunter un pistolet, elle leur a répondu que son père était violent, qu'ils avaient une relation tumultueuse et qu'elle voulait seulement se protéger. Chaque fois que les enquêteurs avançaient un argument ou un fait troublant, elle avait toujours une bonne réponse. Ils étaient évidemment convaincus qu'elle mentait. Alors ils lui ont dit « On va inspecter votre voiture et s'il y a la moindre trace de sang, soyez sûrs qu'on la trouvera. » Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de tout avouer. Elle leur a dit « C'est Keith qui l'a tué. Mais j'étais avec lui quand ça s'est passé. » Puis, elle leur a répété ce qu'Elizabeth leur avait dit, que Michael la maltraitait verbalement, mais aussi physiquement, et qu'elle cherchait donc un moyen de se débarrasser de lui. Et que si elle y parvenait, il y avait une assurance vie à la clé. Michael avait 60 000 $ sur son contrat d'assurance vie. Une somme rondelette qui revenait de droit à son épouse en cas de décès. Et qu'Elizabeth faisait miroiter à ses amis, Keith et Karen. D'après Karen, elles évoquaient souvent ce qu'elle pourrait faire avec cet argent. Et Karen avait promis à Keith qu'elle lui en verserait une partie s'il l'aidait à se débarrasser de Michael. D'après Karen, le soir du meurtre, ils étaient d'abord allés chez elle. Keith avait fouillé dans ses tiroirs pour trouver un couteau approprié. Puis Karen et Keith avaient laissé Elizabeth et étaient partis en voiture chez Michael. Ils étaient montés, ils avaient frappé à la porte. Et quand Michael avait entrouvert, il lui avait dit « On est inquiet, on était avec Elizabeth au bar, mais elle a disparu. » Michael avait alors fait sauter le verrou. Il était en caleçon peignoir, parce qu'il était tard et qu'il l'avait réveillé. Et là, Keith lui avait sauté dessus. Il s'était jeté sur Michael, il l'avait poignardé à plusieurs reprises. Et puis quand Michael avait cessé de se battre et de se débattre, Keith avait dit « Il faut le mettre dans l'eau pour effacer les empreintes digitales. » Karen avait donc aidé Keith à charger le corps à l'arrière de sa voiture et il l'avait emmené à l'étang du golfe de Lakeside. On le sait, la drogue peut déformer le rapport de ses consommateurs à la réalité, leur perception des choses et leur capacité à raisonner. On ne peut donc pas exclure qu'elle les ait poussés au crime. Karen reconnaissait avoir mal agi, mais rejetait entièrement la faute du crime sur Keith. Elizabeth et elle n'y étaient pour rien. Les aveux de Karen ont néanmoins suffi pour qu'elle soit mise en examen, ainsi que Keith. Et tandis que la police emmenait Keith, il a eu un sursaut de bon sens et leur a dit « Si vous allez chez ma grand-mère, vous y retrouverez les couteaux. » La police a fini par collecter de nombreuses preuves chez Karen. Déjà, il y avait des traces de sang à l'arrière de son véhicule. Du sang de type A, soit le groupe sanguin de Michael Turpin. La police tenait vraisemblablement les meurtriers. Karen avait reconnu qu'elle avait aidé Keith à se débarrasser du corps. Toutefois, les enquêteurs restaient convaincus qu'Elizabeth était impliquée elle aussi, d'une manière ou d'une autre.
Le samedi 8 février 1986, soit 5 jours après le meurtre de Michael Turpin et un peu plus de 5 mois après son mariage, la police a finalement arrêté son épouse, Elizabeth. Elle refusait de parler, mais les enquêteurs étaient convaincus qu'elle avait aidé Karen et Keith à commettre le crime pour pouvoir toucher l'assurance vie. Ce qui, à l'époque, dans le Kentucky, était un crime passible de la peine de mort. Ils étaient sûrs et certains qu'Elizabeth avait planifié le meurtre. Toutefois, il manquait de preuves concrètes. Il allait donc falloir négocier. Le bureau du procureur a contacté les avocats de Karen qui lui ont dit « Notre cliente est d'accord pour témoigner contre Elizabeth si vous nous garantissez qu'elle n'écopera pas de plus de 3 ans de prison. » À quoi le bureau du procureur a répondu « Vous pouvez toujours courir. » En principe, le procureur ne négocie jamais avec l'auteur du crime, car c'est très mal perçu par les jurés. Mais là, il était convaincu que le meurtre n'aurait jamais eu lieu sans l'intervention d'Elizabeth Turpin. Alors il a contacté les avocats de Keith Bouchard et ils ont fait un marché. Keith a accepté de témoigner contre Karen et Elizabeth à condition qu'il ait le droit de demander sa libération conditionnelle. À cette époque-là, un prisonnier pouvait demander sa remise en liberté au bout de 8 ans seulement de réclusion. Mais c'était ça ou rien si on voulait réussir à faire tomber Elizabeth. Keith Bouchard s'est alors mis à table et a confessé que ce meurtre était entièrement l'idée d'Elizabeth. Elle voulait que son mari meure. Elizabeth avait confié à Keith et Karen que Michael possédait une assurance vie. Et elle leur avait dit qu'avec cet argent, ils pourraient tous partir loin et se construire une nouvelle vie. Keith, Karen et Elizabeth étaient sortis ce soir-là, au circus. Karen avait participé au drag show et fait son imitation de Corey Hart. Karen avait pris le micro et dédié sa chanson « Everything in My Heart » à Elizabeth. Puis, à la fin de la chanson, Elizabeth s'était levée à son tour. Elle avait rejoint Karen sur scène et elle l'avait longuement embrassée avec fougue. Ce qui était une manière d'annoncer publiquement le franchissement d'un nouveau cap. Bien qu'elle n'ait jamais été amante jusque-là, il est évident que pour Elizabeth, c'était une manière de dire à Karen qu'elle pourrait être ensemble si Michael n'était plus là. Et puis, un peu plus tard dans la soirée, Elizabeth avait confié à ses amis qu'elle craignait pour sa vie et qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle. C'est ce mensonge qui a tout fait basculer. Après avoir fait croire à Karen qu'elle l'aimait, elle a laissé entendre qu'elle avait besoin de sa protection. Et Karen l'a cru. Elizabeth a fait ce qu'elle avait toujours fait. Elle a sciemment manipulé Karen et Keith pour obtenir exactement ce qu'elle voulait à ce moment précis. Et ça a marché. Keith et Karen sont partis chez Michael. Keith lui a sauté dessus et a commencé à le poignarder. Et Karen Brown ne s'est pas contentée de jouer les spectatrices, comme elle l'avait déclaré. Keith est petit, il doit faire 1m55, 60 maximum. Or, Michael faisait bien une tête de plus que lui, et il était aussi plus costaud. Il n'aurait jamais réussi à le tuer tout seul. Karen l'a aidé à le maintenir à terre en plaçant une main sur son épaule et l'autre sur sa bouche pour l'empêcher de hurler et de réveiller les voisins. On avait conscience que le témoignage de Karen comportait des failles et que le juge risquait de nous envoyer sur les roses. On n'avait donc pas d'autre choix que de négocier.
Finalement, on a réussi à démontrer qu'Elizabeth avait convaincu Keith et Karen par la ruse de faire tout le sale boulot et qu'elle était le cerveau de cette sombre opération. 86, et il était très attendu. C'était tellement horrible comme crime, tellement insensé, sans parler des à-côtés croustillants, la romance lesbienne, le caractère soi-disant violent de la victime. Tous les ingrédients étaient réunis pour piquer la curiosité du public. Karen et Elizabeth allaient être jugées séparément. Elles avaient chacune leurs avocats et risquaient d'écoper de peines différentes. Toutefois, leur procès allait avoir lieu en même temps et dans la même salle. Leurs avocats ont échangé beaucoup de notes pendant tout le procès et puis on a eu droit à la lecture de leur correspondance. C'était torride. Elles échangeaient régulièrement des lettres d'amour dans lesquelles Elizabeth évoquait avec des petits cœurs pleins les yeux leur avenir une fois la liberté retrouvée, leur nouvelle vie en Californie et toutes les choses coquines qu'elle lui ferait si elle venait à se retrouver seule. Elizabeth voulait s'assurer que Karen reste de son côté et qu'elle ne témoignerait pas contre elle lors du procès. Elles s'étaient mises d'accord sur plusieurs points, à savoir, tu ne témoignes pas contre moi, je ne témoigne pas contre toi, et c'est notre parole contre celle de Keith. Elizabeth s'était clairement servie de ces lettres pour manipuler Karen, pour s'assurer qu'elle ne témoignerait pas contre elle. Comme me l'a dit le procureur un jour, Karen a pris une sacrée douche froide quand elle a compris qu'elle s'était sacrifiée pour quelqu'un qui n'en avait rien à faire d'elle. Le jury ne s'est toutefois pas laissé duper par Elizabeth Turpin, qui a finalement été condamnée, ainsi que Karen Brown pour meurtre. Elles ont échappé à la peine de mort, mais ont écopé de la deuxième peine la plus lourde à l'époque, soit la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. Quand le jury a rendu son verdict, ça m'a rempli de joie. Et j'ai pleuré. Parce que Michael méritait d'être vengé. Le procès aura au moins permis à Karen de découvrir le vrai visage d'Elizabeth et de comprendre qu'elle l'avait manipulée pour parvenir à ses fins. Quand elles sont reparties en prison, Karen a finalement explosé et a accusé Elizabeth d'être le diable en personne. Et elle lui a souhaité de moisir en enfer. J'ai longuement interrogé Karen Brown en prison, il y a plusieurs années de cela. Et ça m'a touchée de voir cette femme, qui a aujourd'hui la cinquantaine passée, derrière les barreaux, pour une erreur qu'elle a commise dans sa jeunesse, sous l'emprise de la drogue et d'une experte en manipulation. Malheureusement, cette erreur a coûté la vie à un homme. Et elle a gâché la vie des proches de Michael à jamais. Keith, Karen et Elizabeth ont tous les trois été entendus à de nombreuses reprises au fil des ans. La libération conditionnelle, c'est le cauchemar des familles. Les coupables peuvent la demander à intervalles réguliers. Et pour les proches de la victime, c'est un supplice à chaque fois de devoir se replonger dans toute l'affaire en croisant les doigts pour que les responsables ne soient pas libérés. C'est horrible. Ma déposition de l'époque est un tissu de mensonges. Aujourd'hui, je suis en bonne santé et je le reconnais. Ça n'enlève rien à ma honte et à ma culpabilité, mais oui, j'ai menti. Je lui ai demandé, mais tu l'as tué? Et il m'a répondu, oui. Mais je refusais d'y croire, même après avoir vu le sang dans l'appartement et les marques de ses dents sur sa main. Je ne pouvais pas croire qu'il était mort. C'est néanmoins terminé. Ils ont épuisé tous les recours possibles et ils passeront tous les trois le restant de leur jour en prison.
Elizabeth a clairement usé de ses charmes et de sa personnalité pour séduire Michael Turpin. Elle a vu en lui une manne financière. Il était promis un bel avenir. Alors elle lui a sauté dessus dès la rentrée. Elle l'a pressé comme un citron, et après en avoir extrait tout ce qu'elle pouvait, y compris sa dignité et son intégrité, elle a jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre. Elle aurait pu se contenter de demander le divorce. Mais elle ne voulait pas partir avant d'avoir fait main basse sur les 60 000 $ de l'assurance vie. Elizabeth a usé de ses charmes pour séduire Karen et obtenir d'elle ce qu'elle voulait. Et quand elle l'a embrassée ce soir-là au bar, tout a basculé pour Karen, qui a interprété cette déclaration d'amour en public comme le signe qu'elles allaient pouvoir passer le reste de leur vie ensemble. Elizabeth était tellement douée pour manipuler les gens que même Kiss, qui n'était pas attiré par elle, s'est laissé convaincre d'assassiner un homme. Elle l'a eu en lui mentant et en lui promettant de l'argent. Elle a joué sur la corde sensible de Kiss en lui faisant croire que son mari la violentait. La police et le procureur n'ont jamais trouvé la moindre preuve que Michael maltraitait Elizabeth physiquement ou psychologiquement. En revanche, ils ont retrouvé le journal qu'Elizabeth tenait quand elle était ado et dans lequel elle confiait que la manipulation n'avait aucun secret pour elle, qu'elle savait exactement comment s'adresser aux autres pour qu'ils lui accordent toute leur attention et pour obtenir d'eux tout ce qu'elle voulait. Le passage le plus dérangeant reste néanmoins celui où elle explique qu'elle n'a jamais éprouvé le moindre scrupule à se servir des autres. Michael est mort parce que c'est une égoïste. Il n'y avait qu'elle qui comptait. Et ça lui était égal de devoir tuer pour arriver à ses fins.